Bon, je vois qu'il est 18h32. Encore un petit peu de monde qui arrive. On va débuter sans tarder. Pour ceux qui arrivent encore, si vous pouvez, bonjour à tous ceux qui nous saluent dans le chat et bonjour à tous d'ailleurs. Pour ceux qui arrivent, pensez à mettre vos micros en mute, en silencieux, afin de ne pas gêner le webinaire. Merci beaucoup et on va débuter maintenant. Merci à tous de votre présence. On laisse encore un petit peu le temps à tout le monde d'arriver tranquillement. Et pendant ce temps-là, je vais me présenter rapidement et puis représenter l'ONG pour ceux qui ne la connaîtraient pas ou qui la connaîtraient pas très bien. Déjà, merci beaucoup à tous de votre intérêt pour ce webinaire, pour nos actions. Et merci à nos intervenants pour leur présence. Donc moi, je suis Michel, je suis responsable fundraising et communication chez MEAD. Je dépends donc du siège qui est basé à Paris. Nous avons également avec nous mes collègues Coralie et Inès de l'équipe communication qui sont prêtes à vous aider, notamment en cas de problème technique lors de la connexion ou si vous souhaitez poser une question, vous n'arrivez pas à activer votre micro ou quoi que ce soit. Enfin bref, voilà, elles sont là. Concernant l'organisation du webinaire, on a prévu, comme à chaque fois, peut-être que pour certains d'entre vous, ça fait plusieurs fois que vous nous rejoignez lors de ces webinaires et nous vous en remercions. Donc, nous avons prévu une phase de questions-réponses après chaque intervention. Durant l'intervention, vous aurez la possibilité de poser vos questions directement dans le chat. Donc, pour ça, il faut cliquer, comme à chaque fois, sur les trois petits points en bas de l'image à droite, puis sur chat, et vous pouvez écrire votre question ou bien en direct à la fin de l'intervention en activant votre micro. Donc voilà pour les questions pratiques. Et encore une fois, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous en faire part. Ce webinaire est enregistré. Vous pourrez donc le revoir si vous devez nous quitter, par exemple, avant la fin. Donc, nous avons souhaité organiser ce webinaire pour vous présenter nos actions au Yémen et aussi pour vous présenter la situation sécuritaire et humanitaire de ce pays qui est en crise depuis maintenant 10 ans, presque jour pour jour, mais qui passe pourtant la plupart du temps sous les radars de l'actualité internationale. D'abord, je vais vous faire une brève présentation de notre ONG, donc pour ceux, comme je disais, qui ne la connaîtraient pas encore ou assez mal. MEAD est une ONG de santé et de solidarité internationale qui a au départ été créée en 2011 par des médecins qui étaient majoritairement issus de la diaspora syrienne qui souhaitaient apporter une réponse à la guerre en Syrie et venir en aide à la population civile sur place. Dorénavant, l'ONG compte environ 880 professionnels de santé en Syrie et dans les pays limitrophes. Donc en Syrie, nous gérons une quarantaine de structures de soins avec une offre de soins vraiment globale. Ça va des consultations de médecine générale aux consultations mère-enfant, gynécologie obstétrique, dépistage et traitement de la malnutrition, suivi également et traitement des pathologies de longue durée comme l'insuffisance rénale ou la thalassémie. Également des soins de santé mentale, suivi psychologique, protection des personnes vulnérables. Voilà, c'est vraiment une prise en charge globale de la santé. Et notre ONG, au fil du temps, a élargi son champ d'intervention puisqu'elle intervient depuis 2 ans en Ukraine, où l'expertise de MEAD, de la médecine de guerre, auparavant en Syrie, s'est révélée précieuse et où nous formons des soignants et où nous gérons aussi un programme de réhabilitation des blessés de guerre. Et nous avons récemment mené une mission en Cisjordanie. On espère d'ailleurs pouvoir poursuivre nos actions en Cisjordanie ainsi qu'à Gaza. Et nous sommes donc présents depuis le mois de juillet au Yémen pour une mission que nous menons avec le soutien du CDCS, le Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et je vais laisser pour la première partie de ce webinaire la parole à Audrey Péché, notre chef de mission Yémen, qui se trouve à Aden en ce moment et qui va nous dresser un état des lieux de la situation sécuritaire et humanitaire sur place. Bonsoir Audrey. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Euh, alors, juste une petite chose, la connexion Internet est très instable au Yémen, donc peut-être qu'il faudra que j'enlève ma vidéo et peut-être que ça va couper aussi, parce que ça a déjà coupé juste avant que
que Michel commence. Donc voilà, juste pour vous prévenir et puis bon, je vais me On va reconnecter si croiser c'est les pas. doigts. Voilà, ça peut arriver, quoi. Donc, je suis Audrey Péché, je suis la chef de mission au Yémen, arrivée depuis le mois de juillet, depuis le démarrage de cette mission. Moi, je voulais commencer déjà peut-être pour vous faire un petit récap un petit peu du contexte du Yémen et du conflit. Alors, il y a une carte, voilà. Juste pour vous faire comprendre un petit peu, je vais pas repartir au fin fond de l'histoire, etc. Alors non, plutôt l'autre carte avec les différents groupes, si possible. Et parce que pour comprendre un petit peu la complexité de ce contexte, pour faire comprendre la complexité de ce contexte avec les différents acteurs, les différents, je vais peut-être, voilà, les différents acteurs qui sont là donc, au Yémen aujourd'hui. Je vais repartir un petit peu en arrière dans le temps. Je vais repartir à partir de 2011 pour expliquer un petit peu, faire une petite chronologie un peu historique jusqu'à arriver à aujourd'hui en 2024. Donc en 2011, il y a eu les différents mouvements, ce qu'on appelait les mouvements du printemps arabe, qui a eu lieu dans différents pays du monde arabe, et y compris du coup au Yémen en 2011, qui a amené, qui a été mené par des étudiants contre le pouvoir en place, contre la corruption qui était à tous les niveaux, pour de meilleures conditions de vie, etc., qui a amené du coup à la démission du président à l'époque, le président Saleh. Euh, et son vice-président, le président Hadi, a pris la suite à partir de 2012. Euh, et les outils, qui sont donc ce que vous voyez en vert sur la carte, qui sont donc du nord du pays, qui est un groupe mouvement rebelle islamiste, que vous avez déjà entendu parler, hein, avec les événements avec Israël dont on parle depuis quelques semaines. Et donc, les outils qui étaient un peu en retrait encore dans le nord du pays ont en fait pris le parti et ont pu prendre de plus en plus de positions sur le nord du Yémen suite à cette déstabilisation du pouvoir, à ce changement de pouvoir en 2012 qui a amené du coup à la prise de la capitale Sanaa en 2014. Et donc, ils ont le contrôle de toute la partie nord et donc de toute la partie que vous voyez en vert depuis 2014 et qui a forcé du coup le gouvernement euh, actuel, toujours actuel, à fuir à Aden au sud où je me base aujourd'hui. Donc toute la partie nord du pays est contrôlée par les Houthis et la zone au sud, donc toutes les parties plutôt orange, jaune, ça c'est plus les parties zone gouvernementale euh, où on se situe aujourd'hui. Donc, à partir de ce moment-là, à partir de la fuite du gouvernement au sud, et donc depuis 2014-2015 a démarré la guerre, qui a amené à... Excusez-moi, j'ai des petits messages en même temps, qui a amené du coup à cette répartition aujourd'hui du pays. Euh, En parallèle de ça, il y a eu une création, ce que vous voyez en jaune tout au sud, d'un conseil de transitoire du Sud qui a été créé en 2017 pour renforcer les territoires du Sud contre les agressions des Houthis. Donc ça, c'est encore une autre entité. Entre-temps aussi, Tarek Saleh, donc ça c'est la partie plutôt orange à l'ouest du pays. Tarek Saleh, qui était le neveu de l'ancien président Saleh qui avait démissionné donc en 2012, qui est soutenu et toujours aujourd'hui par les Émirats arabes unis, a formé les forces de défense nationale et donc il contrôle toute cette zone à l'ouest euh, du pays et au sud du port d'Odéda. Donc ça, c'est les différents acteurs. Se rajoute encore un autre acteur qui est Al-Qaïda, donc les partis en noir que vous voyez, qui est présent depuis 2011. Et ils ont pris le gouvernement d'Abian, donc dans le gouvernement dans lequel on travaille, donc on en parlera après. Depuis 2011, ils étaient aux portes d'Aden à cette période-là, donc ça a généré énormément de conflits. Ils ont finalement été repoussés avec les soutiens des Américains. Et en 2017, ils ont relancé des offensives, notamment à Abian et aussi dans le gouvernorat qui est juste à côté de celui d'Abian. Je sais pas, on pourra regarder sur le carte après.
et la ville de Mukalla, où ils ont établi un contrôle effectif de la région. Ils sont toujours présents. Il y a eu des changements de leader qui fait qu'ils ont été, à un moment donné, ils étaient un petit peu plus affaiblis, mais il y a eu un changement de leader très récemment qui a de très grandes ambitions pour le Yémen et de plus en plus de moyens, donc ils sont en train de reprendre du pouvoir aussi dans ces zones-là. Voilà, donc ça c'est pour le contexte là. Sur le contexte général de la guerre donc, qui se passe depuis maintenant 10 ans, il y a eu différents accords de paix et d'efforts de paix qui ont été faits, notamment avec l'accord de Stockholm en 2018, l'accord de Riyad en 2019, le conflit a été toujours aussi persistant avec un même degré de violence. Et en 2020 arrive ce qu'on a tous vécu, donc la pandémie de Covid, et qui a du coup, fait diminuer quand même l'intensité du conflit. En 2022, il y a eu un nouveau cessez-le-feu national qui a été instauré sous l'égide de l'ONU. Et donc, qui a officiellement pris fin en octobre 2022, mais qui a tacitement été reconduit. On est toujours plus ou moins sous ce cessez-le-feu. Et donc, on est toujours dans un processus de paix qui est toujours en cours mené par l'ONU. Donc voilà, ça c'est la situation du coup pour vous amener un petit peu à comprendre la situation où on est aujourd'hui. Donc on n'est plus dans un contexte de conflit, enfin de guerre pure. Il y a évidemment toujours des violences, mais qui sont beaucoup plus localisées et beaucoup plus ciblées. Et on est donc un peu à la croisée des chemins entre à la fois toujours un petit peu d'urgence humanitaire, mais aussi un besoin de développer maintenant un peu plus le pays. C'est là où on intervient voilà, dans ce contexte-là, dans un contexte qui est un peu hybride entre l'urgence et un besoin de développer, de reconstruire, reconstruction du pays. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Yémen, suite à l'impact en fait de la guerre, etc., fait que il y a eu une récession économique. C'est un des pays les plus pauvres au monde aujourd'hui. Il a lourdement été endetté, il est sous-développé et son économie dépend aujourd'hui quasiment et en majorité de l'aide humanitaire et de quelques activités traditionnelles d'agriculture ou une faible industrie pétrolière, mais c'est principalement de l'aide humanitaire. Euh, les revenus en 2023 du Yémen ont chuté de 40% parce qu'il y a eu une réduction des exportations de pétrole, la dépréciation aussi de la monnaie. Voilà, tout ça fait que aujourd'hui, il y a un impact énorme sur la situation humanitaire au Yémen. Depuis 2023, les fonctionnaires ne sont plus payés du tout dans le sud du pays, donc dans la zone gouvernementale. Je parle vraiment que du sud aujourd'hui, puisque c'est ce qui nous concerne, et y compris donc tout le personnel de santé qui travaille dans les établissements publics du ministère de la Santé, ils ne sont plus payés. Donc ça engendre évidemment une crise plus importante. Les chiffres que vous voyez là sur la carte, ils sont plus bons parce que cette carte elle date de 2022. Donc aujourd'hui, on estime plutôt à 380 000 environ le nombre de décès qui sont liés à la guerre au Yémen, dont environ 60% qui sont liés aux conséquences de la guerre, notamment le manque d'accès à la nourriture, les gros problèmes de sécurité alimentaire, le manque d'accès aux soins de santé de base et le manque d'accès à l'eau qui génère du coup un besoin important, notamment alors selon OCHA, ils estiment à 18 millions de personnes, donc plus de 55% de la population qui aurait besoin d'une aide humanitaire. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a énormément de déplacés, notamment dans la zone à l'ouest du pays, c'est la partie en orange, avec 4,5 millions de personnes qui sont déplacées dans cette zone-là et qui, pareil, qui ont exactement les mêmes problèmes, et notamment des problèmes d'accès à la nourriture, avec un taux très élevé de malnutrition, notamment dans cette zone-là. Voilà. Donc, on est dans une situation où le pays donc,
un risque de maladie très élevé. C'est un pays où les risques de maladie sont les plus élevés en raison de tout ce que je viens de vous expliquer hein, sur les infrastructures limitées, le manque d'accès à l'eau et aussi à la vaccination, qui sont d'autres points aussi. On se retrouve donc avec régulièrement des épidémies, notamment de rougeole, de polio. Euh, on a régulièrement aussi des épidémies de choléra qui a eu lieu là depuis, qui a en cours en ce moment actuellement, qui est en train il y a est en train de diminuer, mais qui, depuis le mois de février, il y a eu une forte épidémie de choléra dans les différents gouvernements du Sud. Voilà, donc on en est là aujourd'hui de la situation. Il y a beaucoup d'acteurs humanitaires, mais qui ont de moins en moins de fonds, et ce qui fait que ça engendre aussi un impact sur la prise en charge au Yémen, et voilà. C'est ce que je voulais dire. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le contexte général? Ouais, je pense que ça me semble pas mal. Peut-être que vous avez des questions particulières là-dessus, avant qu'on passe sur les activités pures qu'on va mener nous. Merci beaucoup Audrey en tout cas pour cette présentation qui était très claire et très didactique pour une situation qui est très complexe. Et avec effectivement une situation humanitaire au Yémen, bah, tu le disais, hein, qui est vraiment dramatique, c'est considérée comme la pire crise humanitaire actuellement au monde d'après l'ONU. Donc, est-ce que vous avez des questions pour Ah, Audrey? Vous pouvez une les nouvelle seconde. poser C'est pas le... directement ou dans le chat. Et peut-être qu'on peut arrêter le partage de la carte. Ouais. On pourra mettre l'autre parce que ça permet d'identifier exactement où on se situe. Après. N'hésitez pas à vous lancer hein, si vous avez des questions. La première est toujours la plus difficile à poser. Et en tout cas, on est chanceux puisque la connexion d'Audrey a l'air d'être relativement stable, Oui. même très stable, aucun problème. Et c'est pas mal cette heure-là parce qu'on a une heure de décalage, donc il y a moins de gens connectés, je pense. Alors, pour l'instant, pas de questions. Peut-être que tu peux, en 2 minutes, si tu es Oui. d'accord, nous parler de cette deuxième carte qui va peut-être permettre Alors, à ouais, nos alors, participants de comprendre plus précisément là où on intervient simplement, puis après on laissera peut-être ok. à Pierre. Est-ce que tu peux la mettre en plus grand et cibler sur la partie sud? Est-ce que, ouais, désolé, hein, parce que j'aurais pu faire je préfère le partage de connexion. Euh, hop, ouais, on descend un peu, voilà. On peut encore rejouer un peu si tu peux, mais sinon ça peut aller comme ça. Ouais, yes, super. Et ben voilà, parfait. Donc nous, on se situe à Aden, donc en zone gouvernementale, comme j'expliquais. On base notre équipe de coordination ici, puisque c'est quand même la ville principale. Voilà. Il y a eu une mission exploratoire donc pour le démarrage, avant de démarrer cette mission-là en juillet, il y a eu une mission exploratoire qui a été faite en février, notamment avec Pierre, donc je pense il va l'expliquer davantage, euh, pour aller identifier les zones où il y a des besoins, où on pouvait intervenir. Pardon. Et notamment ce qui a été retenu dans les différentes zones. Donc, il y a une exploration qui a été faite à Laodar, donc à Abian. Donc, vous voyez Abian, et il y a à peu près au niveau d'Abian à gauche, il y a Laodar. Donc, c'est la ville sur laquelle on va intervenir. On va soutenir l'hôpital général de Laodar. Il y avait eu aussi une mission exploratoire qui a été faite à l'ouest, notamment vers Doubab, enfin dans cette zone-là, Roura, Doubab. Et on a plutôt ciblé en premier projet la Hoda, parce qu'on a estimé que les besoins étaient plus importants
là-bas, notamment parce que, lié à ce que je vous disais tout à l'heure, on est dans une zone qui est contrôlée qui est effectivement par le Conseil de sécurité du Sud, mais de transition du Sud, mais qui est aussi une zone où se trouve Al-Qaïda, avec des risques sécuritaires assez importants liés à Al-Qaïda et notamment de kidnapping de personnel international, qui fait que très peu d'organisations humanitaires sont dans cette zone-là. Parce que compliqué d'accès, parce que c'est plus facile d'aller plutôt travailler dans les parties à l'ouest avec les déplacés, etc. Et qui a autant de besoins, évidemment, il y a beaucoup de besoins dans cette zone-là, mais Aviane bah, est moins populaire parce que lié à toutes ces questions de sécurité. Donc nous, on a décidé de soutenir la ODAR. Donc Pierre va plus expliquer un peu plus dans le détail, je pense, le projet qu'on va mener. C'est un projet qui était soutenu jusqu'à la fin d'année dernière par Médecins sans frontières France, qui est en train de réduire ses activités dans le sud du Yémen et donc qui a aussi décidé de se retirer de cette zone-là. Mais qui est un hôpital de référence sur toute la zone et tout le district de Laoudar, avec une population cible d'environ 450 000 personnes. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'intervenir là en premier projet et de développer ensuite de nouveaux projets, et notamment dans les zones à l'ouest, où on pense qu'on peut aussi avoir une plus-value dans cette zone-là. Euh, voilà. Et l'idée, c'est de refaire après des évaluations pour voir où on pourrait monter de nouveaux projets. On a été vraiment soutenu par le ministère de la Santé yéménite parce qu'ils avaient vraiment l'envie qu'on puisse intervenir dans cette zone-là, justement parce qu'il y avait peu d'acteurs et parce que ils savent aussi tous les besoins qu'il y a sur cette zone-là. Voilà, donc ils nous ont facilité, en tout cas, les choses pour qu'on puisse intervenir là-bas. Voilà, pour le petit résumé. Puis je vais laisser Pierre rentrer plus dans les détails. Merci beaucoup, Audrey. Dernier appel pour les questions éventuelles, mais j'ai l'impression que dans le chat, il n'y en a pas. Et vous pourrez bosser. Peut-être Christiane, je vois que vous avez ouvert votre micro. Non. Je vais donc laisser la parole à Pierre Catoire, qui est médecin urgentiste humanitaire et coordinateur médical pour cette mission au Yémen, et qui va donc nous parler effectivement plus précisément de notre action de l'hôpital de Lodar, pour commencer, et puis de notre action sur place, des besoins prioritaires de santé et des besoins prioritaires de formation. Pierre, la parole est à toi. Oui, merci. Bonjour à tous. Voilà, effectivement, Pierre Catoire, je suis coordinateur médical pour la mission au Yémen et pour certains d'entre vous, j'avais déjà eu l'occasion de vous croiser pour des webinaires précédents, que ce soit en Palestine ou en Ukraine. Euh, voilà, donc je vais vous présenter les quelques activités de MEAT. Il y a la possibilité de me passer le partage d'écran. Euh, voilà, pour vous présenter l'essentiel des activités euh, médicales euh, et de notre stratégie. Donc, il se trouve que je faisais partie de la mission exploratoire également en février, donc la première mission qui nous avait permis d'évaluer les besoins, puisque comme Audrey vous en a parlé, il y a bien trop de besoins finalement au Yémen, et que comme vous le savez, le rôle de MEAD, c'est d'essayer de concentrer sur son action sur des objectifs qui sont réalisables et qui vont avoir un effet de levier important sur les populations. C'est le diaporama. Euh, donc, effectivement, la situation générale humanitaire au Yémen, Audrey vous en a présenté l'historique et le contexte sécuritaire. D'un point de vue strictement médical, il y a toujours une activité des victimes de conflits, alors à la fois sur une conflictualité nord-sud que vous connaissez entre les groupes Houthis, Ansar Allah du nord et le gouvernement internationalement reconnu du sud, mais également une conflictualité qui est liée à la présence de groupes armés non étatiques et non combattants. Donc, on vous a notamment parlé d'Al-Qaïda. Il y a également
une activité de règlement de compte, puis la prolifération des armes. Il joue beaucoup également une présence et une contamination par à la fois des mines antipersonnelles et des munitions non explosées. Ce qui pose des soucis qui sont en particulier récents, puisque par ailleurs, le Yémen a été plusieurs fois victime d'inondations. Ces inondations, elles entraînent des glissements de terrain, ce qui fait que les civils qui connaissent en principe les routes qui sont sécures et qui sont déminées, bah, ces itinéraires changent. Et donc, aux suites de ces inondations, on a entre autres une augmentation des blessés par contamination d'engins explosifs terrestres. Voilà, Audrey vous en a parlé des enjeux de malnutrition, puisque la crise du Yémen n'est pas que sanitaire, elle est également économique, en grande partie, elle est également agricole, et il y a une crise de l'apport de, de nourriture et de vivres. Comme vous savez, les accès portuaires sont en particulier compromis par les enjeux liés au port d'Hodeïda et aux enjeux liés à la mer Rouge. Donc, on a une augmentation de la malnutrition qu'on note en particulier dans cette zone de l'Ouest, même si c'est quelque chose qui concerne l'ensemble des districts, avec, et j'en profite pour vous en parler dès maintenant, un grand enjeu qu'on a, qui est un enjeu de visibilité. C'est-à-dire que les enjeux sécuritaires que Audrey vous a présentés compromettent également la possibilité pour les acteurs humanitaires et pour les acteurs gouvernementaux et pour les acteurs ONU d'avoir une remontée crédible des informations, ce qui justifie la nécessité pour nous de pouvoir se rendre sur le terrain. Malheureusement, c'est très dépendant du contexte sécuritaire, mais on travaille quand même dans un certain flou, malheureusement, sur ces données-là, puisque l'évaluation précise des besoins ne peut pas être faite par des outils conventionnels. On a également une augmentation des maladies infectieuses. Donc, c'est une zone qui est impaludée, c'est une zone qui est concernée par la dengue. Et c'est une zone, et je pense que vous en avez entendu parler, qui est concernée également par des épidémies de choléra. Ce choléra, il a été en partie apporté par des voies de migration depuis la corne africaine et maintenant il est endémique. Il l'était d'ailleurs déjà auparavant, mais ces migrations ont accentué ces transmissions. Les inondations ajoutées à la diffusion, le manque d'accès à l'eau a ajouté à la diffusion. Et donc on a eu une explosion de cas au cours des derniers mois. On est sur un plateau, voire sur une phase descendante. En tout cas, on le pense, mais encore une fois, on a malheureusement des données qui sont sujettes à caution pour ce contexte-là. Et surtout, et c'est le point important, c'est que je voudrais surtout apporter à votre attention, c'est que sur une crise qui date, comme Audrey vous en a parlé, depuis 2011 et même avant, puisque le système de santé n'était pas parfaitement optimal avant 2011, on a une déstructuration du système, ce qui veut dire que l'apport qui va être gouvernemental, l'apport qui va être apporté par l'ONU, par l'OMS, par les ONG, malheureusement, sa rentabilité est diminuée par cette difficulté de la désorganisation du système de soins. On a au Yémen 55% des structures de soins qui sont fonctionnelles. On a des difficultés d'organisation des filières d'approvisionnement en médicaments, en équipements, mais également en carburant, également en eau saine, également en oxygène. On a une augmentation de l'ensemble des coûts, à une difficulté de Allô? formation et à 15 ans d'une crise, Oui, c'est quelque chose qu'on ressent fortement. bonjour Voilà, donc c'est Christine. toute cette structure-là de besoins qui se nourrit les uns les autres et qui pose un problème très complexe qui va être eh bien, par où et par quel angle on va attaquer ce problème en tant qu'organisation humanitaire. Juste un flash pour le choléra. Donc, comme vous le voyez, il y a eu une augmentation. Donc, ce que vous voyez en bas, en rouge, c'est les cas confirmés. Et ce que vous voyez en noir, ce sont les décès confirmés. Donc, on a eu cette augmentation. Heureusement, grâce à une réponse internationale, on a eu une limitation assez nette du nombre de morts causées par ce choléra. Et vous voyez que depuis plus de 6 semaines maintenant, on n'a plus de mortalité. On a un nombre de cas qui diminue. Raison pour laquelle la stratégie qu'on a choisie à Miab et a été de ne pas se positionner en acteur principal sur le choléra, d'autant qu'il y avait d'autres acteurs qui étaient déjà en place, mais de se positionner en soutien d'autres organisations si et lorsqu'elles nous en font la demande.
Pour ce qui est donc de l'ABIAN, puisqu'au décours de l'évaluation qui a été menée en février, différentes options de mission ont été proposées et celle qui, in fine, après discussion, nous a paru la plus pertinente, c'est de soutenir cette zone de l'ABIAN. Alors pourquoi cette zone de l'ABIAN? Audrey vous en a parlé, puisque d'une part, il y a de forts besoins. Euh, et c'est une des zones qui, au sud du Yémen, est la plus en besoin. Et c'est une des zones les moins aidées, puisqu'effectivement, c'est compliqué d'aller là-bas. Et on a l'ambition, en tant que MEAD et en tant qu'organisation, comme vous le savez, qui a cette particularité d'être particulièrement présente en support des systèmes de santé existants. C'est-à-dire que, comme vous le savez, on fait relativement rarement du soin direct. Comme vous savez, moi, je suis médecin pour MEAD et l'essentiel de mon travail, c'est pas d'aller soigner les patients, c'est d'aider les soignants locaux à faire leurs soins. Et leurs soins est beaucoup plus pertinent, beaucoup plus adapté aux situations locales. Et donc, cette force qu'on a à MEAD, elle nous permet d'être opérationnel dans ces zones-là, d'appuyer les structures de santé. Comme vous le savez, on a une culture particulièrement orientée vers la médecine d'urgence à MEAD, et il se trouve que c'est ce que l'hôpital de Laouda nous a exprimé. Alors, Laouda, c'est l'hôpital que vous voyez, c'est le carré rouge que vous voyez au nord, qui est un hôpital qui est la clé de voûte du système de santé du nord de l'Abian. L'autre hôpital de l'Abian, c'est Zingibar que vous voyez au sud. Donc Zingibar, c'est à 45 minutes d'Aden. Laodar, c'est à 4 heures de route d'Aden quand les routes sont praticables, c'est-à-dire quand il n'y a pas eu d'inondation récente, quand il n'y a pas eu de glissement de terrain récente et quand il n'y a pas d'augmentation de l'activité conflictuelle sur ces zones-là, et en particulier sur cette route qui monte vers le nord-est et qui est particulièrement la cible d'attaque. Euh, donc, il faut savoir que c'est un hôpital qui est donc général, un hôpital qui fait de la chirurgie, un hôpital qui fait de la maternité, un hôpital qui fait des césariennes, qui fait des cas adultes, des cas pédiatriques en hospitalisation, en soins courants, qui fait de la traumatologie. Donc, il a la responsabilité d'être capable de répondre à l'ensemble des situations de demande de cette région. Puisqu'au vu de la cartographie, un patient qui ne peut pas être pris en charge à l'Aoudar, c'est un patient qui va devoir être transféré à Aden, c'est-à-dire à minima 4h30 de route si les routes sont praticables. C'est au total une population générale de 230 000 personnes sur le district même de Laouda, mais au-delà, Laouda reçoit des patients référés des districts du gouvernorat environnement, et donc on considère qu'on est sur une population générale de 450 000 personnes. C'est une très grande zone. C'est un hôpital qui, comme Audrey l'a rappelé, qui a été soutenu par MSF jusqu'à la fin de l'année 2023. Autrement dit, c'est un hôpital qui a été bien formé, puisque MSF est particulièrement performant sur ces points-là, et qui est capable de répondre sous réserve qu'on leur permette d'en avoir les moyens. Et c'est tout l'enjeu de notre mission. Euh, D'un point de vue sécuritaire, donc comme Audrey vous en a parlé, on est à 10 à 20 km de zone d'activité particulière d'Al-Qaïda en péninsule arabique. Donc il y a à la fois des victimes directes de cette conflictualité, et puis il y a la déstructuration des voies d'accès entrantes et sortantes de l'hôpital qui sont secondaires à cet enjeu. Alors, l'hôpital en lui-même, c'est un hôpital qui fait 70 à 100 passages par jour en structure d'urgence, qui a 60 lits d'hospitalisation, 70 à 80 consultations par jour et 3 à 4 chirurgies par jour, l'essentiel étant des césariennes. Donc, un hôpital, comme je vous le disais, qui a une activité très générale. La stratégie qu'on a développée pour soutenir cet hôpital, qui est une stratégie qui a été développée à la fois à la lumière de l'évaluation des besoins, à la lumière de discussions avec les autorités locales, en particulier du ministère de la Santé, et surtout en discutant avec les professionnels de soins, en discutant avec le directeur de l'hôpital, qui est un appui particulier pour nous. On a orienté notre stratégie autour de trois aspects. Le premier, c'est le support technique de l'hôpital, c'est-à-dire qu'on a cette volonté d'optimiser la qualité des soins, de sorte à ce que l'ensemble de l'aide entrante, celle de MEAD, mais également celle de d'autres organisations qui sont ou pourraient être amenées à supporter cet hôpital, et bien, cette aide soit la plus efficiente. Donc, ça passe par de l'organisation technique, ça passe par l'établissement de procédures internes, ça passe par toutes ces choses-là. La deuxième chose, c'est le soutien des coûts de personnel, puisque malheureusement, le ministère de la Santé n'est pas en mesure de supporter pleinement les coûts des staffs et malheureusement a arrêté
de soutenir financièrement les personnels. Et la troisième, et comme vous le savez, c'est un point particulièrement présent de l'activité de MEAD, c'est cette activité de formation qui est une activité qui a toujours été dans l'ADN de notre organisation. Alors, pour vous donner un exemple, ça, c'est le genre de processus, je vous donne la version anglaise, mais une version arabe qui est développée. Ça, c'est un protocole de gestion de l'arrêt cardiaque qu'on a développé pour cet hôpital. Parce que, comme vous le savez, une de nos spécificités, c'est qu'on ne développe pas des procédures, on ne développe pas des formations préfaites en amont que l'on injecte dans des pays, c'est qu'on développe ces outils-là à la lumière de l'évaluation de terrain. Donc pour ceux dans l'assistance et dans l'audience qui pourraient avoir une expérience de la prise en charge de l'arrêt cardiaque, il faudrait peut-être remarquer que cet algorithme-là n'est pas exactement celui qu'on ferait, par exemple, dans un hôpital en France. En particulier, on a adopté les modalités de défibrillation. Pourquoi? Parce que les répartitions des professionnels et les répartitions de l'équipement disponible ne sont pas celles que l'on va retrouver dans des hôpitaux comme ceux que l'on aurait par exemple en France. Et donc, il y a tout ce travail d'adaptation de l'activité qui doit se faire avec les équipes pour que l'on puisse permettre aux personnels locaux d'utiliser au mieux leurs ressources en termes de personnel, en termes d'équipement, en termes de médicaments disponibles. Euh, Également, la stratégie de formation, ça a été de développer pour le moment trois programmes de formation. Le premier, c'est la gestion des urgences médicales, puisque les médecins qui travaillent dans le service d'urgence de l'AODA ne sont pas des médecins spécialistes d'urgence et même actuellement, pour la majorité, ne sont pas des médecins du tout. C'est-à-dire qu'une grande partie des gardes sont assurés par ce qu'on appelle des physician assistants, donc ce sont des infirmiers qualifiés ou des techniciens de bloc opératoire qualifiés qui prennent le rôle de médecin puisqu'ils n'ont pas assez de médecins et les médecins qui prennent les gardes ne sont pas spécialisés d'urgence. Autrement dit, on espère avoir un levier particulièrement important d'amélioration de la qualité des soins et d'efficience de santé par ces programmes pour les personnels en charge de cette fonction médicale dans le service d'urgence. Alors, ça passe par cette formation d'un groupe de 22 à 24 médecins sur une durée de 6 jours que l'on va faire sur plusieurs sessions euh, et donc ça, c'est des formations qui sont faites par des expatriés, puisque malheureusement, il y a très très peu de qualifications locales qui nous permettent d'assurer cette formation. La deuxième, c'est la formation des personnels infirmiers aux soins aux urgences et au triage. Donc, comme vous le savez, dans un service d'urgence, un des enjeux essentiels, c'est de repérer le ou les patients qui nécessitent les premiers des soins, à la fois en situation quotidienne et à la fois en situation d'afflux massif de victimes. On doit repérer le patient qui n'a pas ces 15, ces 30 minutes, ces 60 minutes, qu'auront peut-être les autres pour ne pas perdre ce patient. Donc ça passe par la formation de l'ensemble des infirmiers qui travaillent aux urgences. Et le dernier point, c'est la prise en charge des afflux massifs de victimes, puisque étant particulièrement exposé à cette conflictualité, c'est un hôpital qui est confronté régulièrement à ces afflux de 10, de 15, de 20, de 50 patients qui vont être victimes. Et là, cet enjeu de triage est particulièrement important. La désorganisation induite du service d'urgence doit être prise en compte. Et donc là, c'est bien l'ensemble de l'hôpital qu'on a l'intention de former au cours de la mission. Donc, on a pu commencer à faire ces formations, la formation des personnels médicaux, par une première session. On a formé la moitié des personnels qui prennent des gardes aux urgences à Aden et on a combiné des lectures théoriques et des ateliers pratiques, dont vous voyez une illustration ici. Ce qu'on veut faire, et pour ceux qui ont suivi les programmes de formation en Ukraine et en Palestine, c'est qu'on ne veut pas reculer sur la qualité de la formation. Autrement dit, ce que l'on veut, c'est que le certificat donné par MEAD ait un sens. Et donc, on a des standards qui sont les standards que vous allez retrouver sur les formations américaines, les formations européennes. Et on ne descendra pas ces critères. L'ensemble des personnels auront toujours un progrès induit par la formation. Par contre, ceux qui ont le certificat peuvent attester de la qualité des soins qu'ils vont prodiguer à l'issue de cette formation. Euh, donc, les résultats de cette première formation, eh ben, c'est 100% de nos personnels formés avec ces critères-là, qui sont des critères exigeants, mais sur lesquels on tient à se maintenir. On a une amélioration de plus d'un tiers de l'évaluation, donc on passe de 44,5 à 82,5. On a un taux de 100% de satisfaction, à la fois en termes de perception d'utilité de la formation, de recommandation aux collègues et satisfaction
global. Et ce que les personnes formées nous ont suggéré comme piste d'amélioration, eh ben, c'est de développer ces programmes écrits, de faire des sessions de réactualisation et de développer les cours sur le Nurse Casualty Planning et le Nurse Training, ce qui implique qu'on pense avoir bien visé sur ce design pédagogique. On espère poursuivre ces formations pour la suite de la mission et étendre nos activités sur le Yémen au-delà de l'hôpital de la Hoda, à la fois sur les activités de formation et de support de soins grâce aux moyens que vous nous permettez d'obtenir au Yémen. Et je suis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, Pierre. Si vous avez des questions, la parole est à vous. Et si vous avez des questions également d'ordre général, hein, donc pour revenir aussi sur la présentation d'Audrey précédemment, n'hésitez pas, il est bien sûr encore temps. Bon, comme je disais, hein, je sais que c'est toujours la première question qui est la plus difficile à poser. Après, peut-être que les présentations étaient tellement claires qu'il n'y a aucune question. On a une question. Comment cela se passe dans l'Ouest? Alors, je ne sais pas, Audrey, si tu veux répondre, si tu veux Donc, que je réponde là-dessus. bah, vas-y, si tu veux, sur la Oui, partie humanitaire. je Donc, commence pour demander. et je te Ouais, laisse compléter si tu veux. Oui, tout à fait. Alors, ça marche. pour ce qui est de la situation dans l'Ouest, les informations que je vais vous donner correspondent à la fois aux résultats de la mission exploratoire qui a été menée en février et aux données les plus récentes qui ont été rapportées par les différents acteurs sur place. Mais encore une fois, j'insiste sur ce point, ce sont des informations partielles. Ce sont des informations partielles puisque personne n'est en mesure de mener de manière libre et sécurisée des évaluations approfondies. À la fois aussi, et c'est un point auquel je tiens, c'est que l'ensemble de l'aide humanitaire gouvernementale et non gouvernementale est en recul au Yémen. C'est un des principaux facteurs de dégradation puisque le système de santé yéménite est particulièrement dépendant de cette assistance. Alors, pour pour l'ouest du Yémen, éventuellement, s'il y a possibilité de remettre la carte de tout à l'heure. Donc, l'ouest, c'est essentiellement la côte, hein. C'est la côte, c'est l'entrée du détroit de Bab el-Mandeb, donc de cette mer Rouge, qui est une zone qui, d'une part, a toujours une conflictualité qui est assez active entre le nord et le sud, puisque la frontline se situe au sud de Hodeïda, qui est un des principaux ports. Je pense que vous êtes au courant de la frappe récente qui a concerné le port de Hodeïda. Pour ce qui est de la partie sud de la côte, cette partie de la côte donc, qui est sous contrôle euh, du gouvernement en place, mais dans les faits, principalement du groupe porté par Talak Saleh, donc le neveu du président Saleh qui avait démissionné en 2011. Dans cette zone sud, là, donc, en particulier du gouvernement de Thaïs, c'est l'ensemble des difficultés qu'on a déjà évoquées, la difficulté d'accès aux soins, en particulier pour les personnes fragiles, pour l'accès aux soins de maternité, pour l'accès aux soins pédiatriques. C'est également des difficultés, puisque c'est une des deux voies de migration de la population venant d'Afrique de l'Est vers l'Arabie Saoudite et vers le Qatar qui remontent par cette voie et qui sont particulièrement ciblées
par différents problèmes de santé et par un manque d'accès aux soins. Et c'est surtout une situation de dénutrition, hein. L'expression du cluster de nutrition de la région anticipe dans les prochains mois une situation de nutrition extrême. À titre strictement personnel, je pense qu'on est même en deçà de la réalité là-bas, puisque c'est des choses que pour nous, on avait déjà vu en février, qu'on avait déjà relevé, qu'on avait même relevé à ces acteurs de l'ONU. Malheureusement, on n'avait pas, comme vous doutez, les moyens d'en avoir une évaluation quantitative, mais d'un point de vue qualitatif, simplement en voyant la population sur place, on avait constaté que l'état nutritionnel dans cette région était dégradé plus que celui des autres régions. Donc, le cluster santé et le cluster nutrition ont fait un appel particulier de soutien. Malheureusement, c'est une zone qui reste difficile d'accès, pas autant que la Bienne, ça reste une zone difficile d'accès pour les ONG, même s'il y a plus de présence humanitaire dans cette région. Je te laisse prendre le relais, Audrey. Et également, peut-être, Audrey, si tu souhaites au passage compléter la réponse de Pierre avec une question complémentaire d'Hervé, la même personne qui demande également quelles sont les perspectives humanitaires là-bas, donc j'imagine à la fois dans l'Ouest et peut-être plus globalement au Yémen. Alors les autres pistes opérationnelles, attendez, à moyen terme, donc effectivement, nous, on est donc effectivement sur la Hodar. L'idée, c'est évidemment de pouvoir étendre d'autres activités, donc de refaire des évaluations. Il y a l'évaluation qui avait été faite à l'Ouest en février par Pierre et deux personnes, et notamment donc Youbab. Alors peut-être que si tu peux peut-être élargir un petit peu la carte aussi sur la zone à l'ouest, vers Taez, Doubab, etc., par là, à l'ouest. Euh, L'idée est donc de refaire une évaluation dans cette zone-là et de voir dans quelle mesure on pourrait apporter un soutien, euh, puisque bah, il y a quand même 6 mois qui sont passés depuis, et donc un petit peu évaluer avec les autres acteurs si on peut combiner des, euh, avoir des interventions communes, notamment des organisations qui vont être plus sur la nutrition et nous qu'on puisse combiner avec toute la partie qui est plus en soins de santé primaire. Donc voilà, donc il y a plein d'idées un petit peu à ce niveau-là. On aimerait beaucoup aller réévaluer dans cette zone-là et voir dans quelle mesure on pourrait intervenir. Euh, voilà, donc c'est un peu les plans futurs une fois qu'on a bien installé le projet à Laudar, de pouvoir aller un petit peu plus explorer dans cette zone-là et proposer des nouveaux projets. Voilà, je crois que j'ai répondu à la question ou pas, parce que j'arrive pas à voir les, Il les y avait en fait une question aussi sur les perspectives plus globales humanitaires, mais vous avez déjà pas mal répondu peut-être tous les deux. Je ne sais pas si vous souhaitez compléter un peu plus. sur cette zone-là, sur la zone à l'ouest. Je pense peut-être de manière plus globale aussi sur l'ensemble du Yémen, si tant est que vous disposiez d'éléments suffisants pour répondre, évidemment. Bon, on n'a pas d'éléments à une échelle. On sait qu'il y a quand même beaucoup d'organisations qui sont en train de réduire leurs activités suite à des baisses de financement. Ça, c'est quand même assez important de le mentionner. Néanmoins, c'est compliqué d'avoir une vision un peu globale sur comment ça se passe, sur réellement la prise en charge dans la zone sud. Il y a quand même beaucoup d'acteurs humanitaires, c'est sûr, hein, mais on sait que ça c'est pas suffisant aujourd'hui pour pallier à tous les besoins qu'il y a, hein, ça c'est sûr. Et avec la baisse des financements internationaux, des différents donneurs, etc., ça va pas aller en s'améliorant, c'est ce qui est certain en tout cas. Voilà, donc les perspectives aujourd'hui, elles sont pas forcément très optimistes non plus de ce côté-là. On a une question de Gabriel. On parle très peu de Socotra. En dehors du conflit, sont-ils approvisionnés en nourriture, soins, etc. Je crois qu'on a très peu de données sur ce côté-là. Je ne sais pas si tu en as, toi, de ton côté, Pierre, au niveau médical. Euh,
Oui, sur Socotra, c'est une région où effectivement on a particulièrement la difficulté à avoir des remontées. On sait que politiquement, il y a une activité émirati. Voilà, comme vous l'avez vu sur la carte qu'Audrey avait présentée, il y a une présence émirati. On a très sincèrement, oui, très très peu de remontées de données purement de santé sur cette région-là. C'est une région qui est forcément, comme vous en doutez, encore plus difficile d'accès, mais voilà, il y a cette présence émirati à minima sur place pour des raisons probablement stratégiques. Merci Pierre. La question Et suivante. on ne peut pas Pardon, vas-y Audrey. c'est juste que Socotra n'est pas accessible à partir du Yémen aujourd'hui, en fait. Il n'y a aucun moyen d'accès aujourd'hui, hormis par la mer, pour accéder à Socotra. Et en fait, c'est plutôt des avions qui vont être à partir d'Amman ou ou Dubaï, il me semble. Voilà. Mais en fait, c'est vraiment très annexé à part du pays. On ne peut pas y accéder facilement, en tout cas. La question suivante, vous y avez quand même déjà pas mal répondu. Les autres pistes opérationnelles avec l'hôpital de Lodar que vous proposez à moyen terme, ça, vous avez déjà, me semble-t-il, répondu quand même pas mal, mais n'hésitez pas si vous souhaitez compléter l'un et ou l'autre. Je vais regarder les questions suivantes. Oui, oui, juste pour vous préciser, donc effectivement, il y a ces différentes pistes. On n'a pas de planification immédiate, puisque, bien, comme vous le savez, on peut faire ce que l'on peut financer. Mais on essaie également d'inscrire notre action, comme vous le savez, sur une action de long terme, en collaborant avec les différents partenaires, en collaborant avec à la fois les partenaires de santé, les partenaires académiques, en particulier sur ces stratégies de formation. C'est des pistes qu'on a, mais comme vous le savez, on ne veut pas s'engager sur des actions avant d'en avoir une vision claire pour permettre voilà, de maintenir ce contact avec les acteurs locaux. On avait une question également d'Isaline qui vous remercie, comme plusieurs autres personnes, pour votre présentation qui était effectivement très, très claire. Donc, Isaline demande, votre projet étant axé sur la formation continue des équipes sur place et vu les difficultés actuelles pour agir, obtention de visa, modalités de trajet, etc., est-ce que cela semble envisageable de développer vos actions de formation dans de multiples hôpitaux au Yémen? Oui, alors déjà, bonjour Isaline et merci beaucoup. J'espère que ça va. Effectivement, oui, c'est comme tu le relèves, on est sur une situation où, à la différence de la Palestine, à la différence de l'Ukraine, la formation par des expatriés dans les zones au-delà, on va dire, d'Aden, c'est quelque chose de très, très compliqué. Euh, donc, on travaille d'une part à la constitution de capacités de formation. On a recruté localement un responsable du programme de formation médicale et un responsable des formations infirmières. Par ailleurs, oui, c'est une des pistes que l'on souhaite explorer, c'est la possibilité d'étendre nos activités de formation. Et ça, c'est quelque chose après une évaluation détaillée des besoins de formation dans les autres zones et surtout des capacités de formation à la fois des acteurs institutionnels yéménites et à la fois des stratégies d'autres organisations. Puisque, bah voilà, comme vous le savez, on n'a pas du tout envie de se retrouver dans une situation où il y a une concurrence des organisations en matière de l'offre de formation. Et donc, voilà, c'est une piste qu'on a tout à fait en tête, mais qu'on veut faire correctement de ce point de vue. Merci beaucoup, Pierre. Isaline te remercie également dans le chat. Je ne vois
pas pour l'instant d'autres questions et on avait une question qui m'amène en fait à ma conclusion. C'est pour ça que je la gardais pour la fin de Nadia, qui vous remercie également de votre présentation, tous les deux, et qui voulait savoir comment notre action est financée et si le don particulier en France plus large sont suffisants. Bref, comment peut-on aider? Donc pour cette première mission, on a le soutien, je le disais en introduction, du CDCS, du Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Mais bien sûr, pour poursuivre et amplifier notre action au Yémen, c'est évidemment insuffisant et donc tous les dons de particuliers sont bien sûr les bienvenus pour nous aider à développer ce projet et tous nos autres projets d'action médicale. On vous a mis le lien vers la page de don dans le chat voilà, vous êtes les bienvenus évidemment si vous souhaitez nous soutenir pour ce projet et pour son développement futur. Je regarde si on a d'autres questions pour Audrey et Pierre. Mais je n'en vois pas d'autres. Donc, ça va m'amener tout naturellement à clôturer ce webinaire. Je vous remercie pour votre présence, pour certains, pour votre présence répétée à nos multiples webinaires. Donc, merci d'autant plus. Et merci également pour vos questions et un grand merci à nos deux intervenants. Et puis, comme je vous le disais, ces actions, nous pouvons les mener grâce à vos dons et votre soutien. Donc, en conclusion de ce temps d'échange, voilà, je vous rappelle que sans vos dons, nous ne pourrions pas mener toutes ces actions. Donc, le lien est dans le chat si vous souhaitez nous soutenir. Nous comptons sur vous et nous vous souhaitons une très bonne soirée. Merci encore à tous.